Tout d'abord, dans le programme, vous écrivez que vous voulez garantir le droit du sol à tous les enfants nés en France, faciliter l'accès à la nationalité. Aujourd'hui, le droit du sol est menacé, remis en question. Pourquoi vous écrivez que vous voulez le préserver? Et d'autre part, concernant le statut de réfugié, est-ce que vous voulez accélérer ce statut, le faciliter, et comment est-ce en termes de procédure, de critères, de temps de traitement du dossier? De quoi? Pour accéder au statut de réfugié. Okay. Voilà. Bon, droit du sol, il faut faire juste au moins une petite introduction historique. Le droit du sol, ça signifie que tu nais en France, tu es français. Alors, bon, ça peut paraître brutal, et puis à chaque fois qu'il y a eu des gouvernements conservateurs, on a dit oui, mais pas tout de suite. Alors, bon, tout le monde a l'air de trouver que oui, oui, quand même, hein, pas tout de suite. Bon, sauf que c'est complètement déraisonnable. Parce que si vous êtes né en France, que vous allez à l'école en France, que vous parlez français, que vous vivez avec... c'est quoi le problème à vous reconnaître comme français? Quel est le problème? Que vos parents ne le sont pas. Mais, jeunes gens, en 1950, un Français sur 10 avait un grand-père étranger. Aujourd'hui, c'est 1 sur 4. Donc, papa, maman étaient étrangers, ils vivent là, ils essayent de faire leur vie, ils essayent d'éduquer correctement les gamins, voilà. Et c'est pas parce qu'il y a des exceptions que la règle générale, c'est pas celle-là. La règle générale, c'est celle-là. Les gens s'occupent de leurs gosses, veulent qu'ils aient une meilleure vie qu'eux, et souvent sont exposés à des risques incroyables pour aller ailleurs, avoir une meilleure vie. Donc moi, je suis un radical du droit du sol. Pour cette raison-là, qui est de considération des droits de l'être humain. Un petit garçon, une petite fille qui est à l'école ici, français. Alors, il y en a qui ne veulent pas. Moi, si. Ça m'arrange. Alors, ils ont une autre culture, tant mieux. Ça s'appelle contribuer à l'enrichissement collectif. Parce que c'est ça qui se passe. Le processus naturel, c'est celui de la créolisation. La créolisation, c'est pas l'un domine l'autre, ça se passe pas comme ça. Il n'y a même pas besoin de faire de théorie, ça se fait tout seul. La créolisation, c'est pas un projet politique, c'est pas un programme, ça se fait tout seul. Les gens se rencontrent, se mettent à parler, puis ils créent, comme dit le poète, de l'inattendu. Et cet inattendu devient chose commune dans votre vocabulaire, dans vos goûts culinaires, dans les musiques que vous préférez. Voilà. La créolisation est un processus général. Alors, j'en vois qui s'en est farouche. Alors, on dit, Zemmour a dit oui, le grand remplacement, nous, c'est une catastrophe. Mélenchon, il trouve ça très bien, il appelle ça la créolisation. Ça n'a aucun sens. Le peuple français se créolise comme tout le monde. D'abord, je trouve curieux qu'ils s'en prennent surtout aux musulmans. Enfin, je comprends pourquoi. C'est un raciste. Mais il s'en prend aux musulmans, mais tant qu'à être créolisé, il ne se rend même pas compte que toutes les boutiques sont écrites en anglais, qu'on utilise des mots en anglais continuellement partout. Ça n'a pas l'air de le défriser, ça. Bon. Alors, je lui signale qu'il y a aussi des musulmans qui parlent anglais. Hein. Bon. Ils devraient se méfier. Bon. Alors, je mets de côté, voilà le processus de créolisation, ce que ça signifie. Et moi, j'ai confiance dans ce processus vital. J'ai confiance, j'assume, je suis content. Il paraît que le premier plat préféré des Français, c'est le couscous. Je ne sais pas comment vous faites, mais c'est comme ça. Les plus gros mangeurs de pizza, ce n'est pas les Italiens, c'est nous. Et ainsi de suite. Là, je prends des exemples folkloriques, mais vous n'avez qu'à regarder la musique que vous écoutez, que vous préférez. Ce que vous lisez, vous voyez bien que vous êtes dans un processus permanent de créolisation. Où est le problème là-dedans? Qu'est-ce que vous croyez? Pas vous, hein? Qu'est-ce qu'ils croient? Que le futur est un passé toujours recommencé. Mais pas en France, mon gars. Va ailleurs. Va là-bas dans les tribus de je sais pas où, perdus dans le désert, où ils sont une poignée, c'est toujours les mêmes depuis 200 ans ou 400 ans. Mais pas ici. Ici, on a commencé, on s'appelait gallo-romain. Il n'y a pas un peuple qui a osé faire un truc pareil. Nous, les Français, si on est gallo-romain, parce que gallo, ça faisait un peu tricard, romain, ça faisait un peu abusé, donc on a fait les deux. Gallo-romain. Je suis élu à Marseille, la ville est née de la rencontre d'une femme gauloise qui a épousé un fichu marin grec qui venait débarquer là. De quoi il parle? Qu'est-ce que c'est que ce monde qui serait une tradition perpétuelle? Ça n'existe nulle part. C'est un fantasme morbide.
Et quand ils disent, Bardella, il m'a dit une fois, il a dit, oui, Mélenchon ne comprend rien, nous sommes dépositaires d'une tradition, nous devons la prolonger. Ben prolonge, mon gars, c'est pas le problème, personne ne t'en empêche. Mais empêche pas les autres de voir les choses autrement. Et si tu voulais parler la langue de la tradition que tu prolonges, tu comprendrais même pas ce que te dit le voisin, parce que la langue française a changé. Alors ils sont tous là en train de s'évanouir parce qu'il y a IEL. Ah mon Dieu, quel drame! C'est quoi le problème avec IEL? Le français a toujours été une langue officielle. Le roi François Ier décide qu'on va parler français pour qu'on ne parle plus latin et qu'on n'écrive plus en latin, pour assurer son pouvoir. Et il prend le patois d'une région française, parce que c'est ça le français. C'est ce qui se parlait dans une partie du domaine royal de l'Île-de-France. C'est rien d'autre que ça, qui s'est substitué à des langues régionales qu'on continue à vivre, et on peut espérer qu'elles continuent à vivre. Donc IEL, c'est des gens qui ont inventé un mot pour que ça serve de pronom quand on ne sait pas dire s'il y a plus d'hommes que de femmes. Point. Ben pourquoi pas. On a une institution pour ça. Ça s'appelle l'Académie française. Ils bossent à faire quoi? Le dictionnaire. Donc qu'est-ce qui les défrise que des gens inventent des mots? Tous les ans, on introduit des mots de plus. Alors il y a une société privée qui s'appelle le dictionnaire Robert. D'habitude, ils aiment bien les sociétés privées. Qui rajoute IEL dedans. Ben, très bien. Voyons, ben, on verra si ça marchera ou pas. Je viens plus sérieusement et je reviens sur la question du droit du sol et du droit du sang. Le droit du sol et le droit du sang sont fondateurs de deux visions différentes de la vie. Je vais essayer de ne pas les hiérarchiser, pour vous laisser libre d'y réfléchir. Moi, mon choix est fait. L'histoire profonde de l'Europe, la vraie frontière de l'Europe, elle est culturelle. Elle s'arrête aux frontières de l'Empire romain, les limes. Ça passe là-haut, vers la Sarre. En deçà, la cité. Le droit du sol. Tu es là, tu votes. Tu as le droit de donner ton avis. De l'autre côté, la tribu. Si tu viens d'une tribu qu'on connaît, tu as le droit. Sinon, non. Si tu viens de la tribu d'à côté, tu ne décides pas dans ma tribu. Ceux d'entre vous qui ont un peu de connaissance sur le fonctionnement des sociétés tribales savent que ça continue comme ça. Le droit du sang, c'est ça. C'est tu fais partie de la tribu parce que ta maman et ton papa y étaient, ou bien seulement ta maman, ou bien seulement ton papa. Tu es dans le droit du sol ben parce que tu es là. Et comme tu es là, ben on prend ton avis à égalité avec celui des autres. D'un côté, la tribu, la horde, sans jugement de valeur. De l'autre côté, la cité, le citoyen. Je m'excuse, mais c'est l'histoire, ça. Ça, c'est l'histoire. Je ne vous dis pas que dans les tribus, on ne discutait pas. Hein. La discussion sous le banyan pendant des heures, ça existait partout, hein, pas que sous les banyans. Mais voilà comment ça s'est passé. Au point que c'est produit en 492, je crois, ça, je ne me rappelle plus la date, oui, en 292, parce que c'est encore l'édit de Caracalla, empereur romain, qui décide que tout le monde est citoyen dans l'Empire romain. Vous en foutez, mais c'est une révolution absolue. Parce que nulle part ça se passait comme ça. Nulle part ça n'existait. Qu'on dise, toi, je ne te connais pas, mais tu as les mêmes droits que moi. Donc, ce n'est pas une petite question qu'elle m'a posée. Ça a l'air comme ça, technico, je ne sais pas quoi. Non, c'est une question anthropologique, sociologique, philosophique, très profonde, que la question du droit du sol et du droit du sang. Alors après, je termine avec une impasse. Il y a des endroits où on est en impasse. Je ne peux pas vous raconter le contraire. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Je n'ai pas les idées très claires. Je vous donne un exemple, c'est Mayotte. Mayotte est dans l'océan Indien. Mayotte est en bout d'un archipel, les Comores, et au moment où les Comores sont devenues indépendantes, on a fait voter tout le monde. Et il y a eu une île, Mayotte, où il y a eu une action anti-indépendantiste, extrêmement résolue pour dire non, non, nous on veut être français. J'aime mieux vous dire qu'on a tout fait pour les en dissuader. Et il s'est passé un truc extraordinaire, c'est que c'est une révolution féminine qui fait rester Mayotte dans la France. Jamais vous me croirez, mais je vous jure que je ne vous raconte pas d'histoire. Elles ont inventé un mode d'action pour obliger les hommes à respecter l'idée de l'appartenance à la France. Ne me regardez pas avec les yeux qui brillent, c'est pas ce que vous croyez. Elles ont créé des commandos de chatouilleuses. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y en avait un qui ramenait sa science, elle venait, elle le chatouillait. Et le type, évidemment, perdait tout sérieux, et aussi toute crédibilité, sombrait dans le ridicule parce qu'il riait comme un gosse.
Je vous jure que ça s'est passé comme ça. C'était un des modes d'action, mais il a frappé tout le monde. Parce que c'est une méthode radicalement non violente, vous en conviendrez. Mais les gens autour viennent dans l'île à Mayotte. Et au point que l'île, bon, elle a une limite. Qu'est-ce qu'on fait? Quand les gens sont là, ils mettent des enfants au monde. Qu'est-ce qu'on fait? On va pas les jeter à la mer. Et puis si vous leur dites, d'accord, vous êtes là, mais vous n'êtes pas vraiment là, vous n'êtes pas chez vous, qu'est-ce qu'on fait? On les ramène où? Comment on fait? Et donc à Mayotte, on a une impasse. Alors on a réduit le droit du sol en se disant, ça va dissuader les gens. Il faut bien qu'on fasse le bilan, ça n'a servi à rien. Ça a dissuadé personne. Donc il y a des moments où on a une difficulté. Mais la difficulté n'existe qu'à une condition. C'est que vous ne vouliez pas de Mahorais chez vous. Parce que si on décide que s'il y a trop de monde, certains peuvent venir sur le territoire de l'Hexagone, le problème disparaît. Ceux d'entre vous qui trouvent qu'on est trop nombreux, il faut qu'ils se disent que c'est une opinion politique, ce n'est pas une donnée statistique. Hein. D'accord? Parce que nous ne sommes pas trop nombreux. Alors pour l'instant, on ne peut pas parler de ça, hein, parce que ça met le feu aux poudres, puis bon, il y a tous les fantasmes qui se réveillent. Hein. Mais la vérité, c'est qu'une masse humaine considérable s'est mise en mouvement et rien ne l'arrêtera. Parce que 250 millions de personnes vont se mettre en mouvement du fait du changement climatique. Parce que c'est déjà la pagaille dans tous les pays du Sud, parce que les gens passent pour survivre des frontières dont ils ne savent même pas que c'est une frontière. Parce que des fois, ce n'est pas marqué. Et nous autres, en Europe, ne croyez pas qu'on soit trop nombreux. On est déclinant dans toute une série de pays. Nous, les Français, on va avoir un problème à partir de 2045, je crois, à cause de la baisse du taux de fécondité dans notre pays. À un moment donné, on était à 2 enfants, ,1, je ne sais pas à quoi ressemble le gosse qui a 0,1, mais bon, c'était comme ça, la statistique. Les Allemands, c'est encore pire. Eux-mêmes, ils font des unes de leurs journaux en disant « mais est-ce qu'il y aura encore une Allemagne dans 100 ans ?» parce que la démographie est en baisse. Qu'est-ce qu'ils font? Mais ils ont fait rentrer du monde. Donc, les conditions dans lesquelles vous voyez le débat se présenter aujourd'hui, c'est du pipeau absolu. Ça n'a aucun sens concret et pratique. Vous vous créoliserez que ça vous plaise ou pas, parce que c'est comme ça, et que vous n'irez pas regarder dans le bouquin du Code de la nationalité qui fait que vous avez le droit d'aimer ou pas. Parce que quand ça vous prend, ça vous lâche plus d'aimer quelqu'un. Alors faites pas les malins. Vous pouvez avoir des théories pour les autres, mais alors elle y est aussi pour vous. Vous vous interdisez d'aimer qui que ce soit dont le papa, la maman, n'est pas fait bac+3 et parle français. Racontez pas d'histoire, c'est pas vrai. Et là, je parle du métissage. Mais dans la créolisation, c'est juré, pas un mot d'anglais, pas un mot d'espagnol, plus de couscous, pas de pizza, pas de reggae, rien. C'est pas vrai. Donc partons des réalités, essayons de vivre avec elles dans les meilleures conditions possibles. Dans les meilleures conditions possibles. Et s'il y a du monde, au lieu d'être là tétanisé de peur, parce que des pauvres diables qui ont pris tous les risques du monde pour venir ici, et être maltraités comme nous le faisons, ce qui est une honte dans un grand pays comme nous. Pourquoi? Pour 1000, pour 2000 personnes, qu'on laisse mourir de froid là-bas à la frontière de la Pologne. C'est une honte. Ces gens qu'on martyrise sur le quai là-bas, vers Calais et tout ça, qu'est-ce qu'ils nous ont fait pour qu'on les traite comme ça? Qu'on déchire leurs tentes, qu'on les jette dans le froid, qu'on interdise de les faire manger? Vous devrez avoir honte d'avoir vécu ça sans rien faire. Tous autant qu'on est. Nous, la France, une grande nation, on a été capable de traiter des gens comme ça. Quel problème ils nous posent? Ils veulent aller en Angleterre, qu'ils y aillent, bon sang. En tout cas, si c'est moi qui m'en occupe, je vous garantis qu'ils iront.